La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à l'archéologie des ports fluviaux et maritimes, Anna Canavo se penche sur l'archéologie de la ville portuaire d'Amathonte à Chypre. Je précise d'emblée, je parle en qualité de responsable de la mission française archéologique d'Amathonte et en particulier des résultats de cette mission, mais il est évident que les travaux et les résultats que je présente sont le fruit d'un travail collectif auquel ont participé beaucoup de collègues de tous les pays et une, voire plusieurs générations avant moi. Donc je citerai les uns et les autres tout le long de la conférence, mais je ne pourrai pas évidemment être exhaustive. Il faut rappeler aussi les soutiens institutionnels de cette mission, dont le logo figure en bas, donc l'École française d'Athènes, les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères, les laboratoires ISOMA à la Maison de l'Orient à Lyon et sur place à Chypre, le département des Antiquités. Donc, je vais articuler la conférence de cette façon. Tout d'abord et surtout une présentation du site avec sa topographie, son histoire, ses vestiges, évidemment me concentrant particulièrement sur les chantiers à l'interface avec l'eau, les ports, on verra qu'il y en a deux, en interne et en externe, les remparts et d'autres espaces. Je dirais un mot sur les habitants de cette ville qui sont caractérisés par une langue mystérieuse qu'on appelle éthio-chypriote. Et c'est ce sujet qui nous amènera à la dernière partie où justement ces habitants jouent un rôle dans le rapport avec la mer, la navigation, que j'approcherai plutôt d'un point de vue symbolique et rituel et moins d'un point de vue de l'analyse des échanges commerciaux qui sont mieux connus. Je vais tout d'abord situer les sites. Donc, on est sur la côte sud de Chypre, une dizaine de kilomètres à l'est de la grande ville de Limassol. C'est un site occupé entre les débuts du premier millénaire avant Jésus-Christ et la fin de la période tardo-antique ou paléochrétienne, c'est-à-dire pendant le 7e siècle après. Donc, j'ai mis en rouge les périodes concernés, donc dans la périodisation archéologique et aussi en datation absolue. J'utiliserai souvent aussi le terme d'âge du fer, qui est assez courant en archéologie, surtout de la Méditerranée orientale, pour indiquer donc cette période qui correspond en gros au premier millénaire avant la période hellénistique. C'est une période très particulière et importante pour Amathonte et pour nombre de sites chypriotes, parce que c'est une période pendant laquelle les sites et les sièges d'un royaume indépendant, avec une douzaine d'autres sites chypriotes. Un royaume indépendant qui est autour des rôles soumis à des puissances extérieures, les Assyriens, les Égyptiens, les Perses, mais qui garde une certaine indépendance, frappe monnaie. Donc on verra certains marqueurs de cette indépendance. Donc on commence d'abord plus large, par les territoires. Entre 1988 et 1992, la mission sous la responsabilité de Catherine Petit-Aupert a mené une prospection de la région, une prospection pédestre, pour mieux connaître ces territoires et son peuplement. Et la zone prospectée, donc, qui s'inscrit dans ces carrés rouges, est répartie sur les territoires des 4 communes modernes qui sont Aiostikonas, Armenochori, Pareklicha et Pyrgos. La prospection a permis de mettre en lumière un peuplement important de la région à l'époque néolithique. Donc ici, j'ai situé Amathonte et tous les points noirs sont les sites néolithiques repérés. Donc ils sont très nombreux. En particulier, la prospection a permis d'identifier 2 sites qui par la suite ont été fouillés par des équipes françaises et qui sont devenus célèbres parce qu'il s'agit des sites parmi les plus anciens de l'île. Le premier est Pareklicha Chilurokambos, donc un site de la période néolithique pré-céramique entre 8400 et 7000 avant Jésus-Christ. Il a été fouillé par la mission Néolithisation qui était dirigée à l'époque par Jean Guilaine. Ensuite, c'est le site d'Aiostikonas Klimonas, donc on se rapproche encore plus d'Amathonte, qui a été fouillé par la même mission
désormais dirigé par François Briouat et Jean-Denis Vigne. Ce site serait encore plus ancien, donc il a permis de faire reculer le peuplement de la région d'un millénaire. Donc serait occupé entre 9100 et 8600 avant Jésus-Christ. Donc après cette occupation dense au néolithique, la région, dans les époques successives, est relativement désertée, en particulier à l'âge du bronze, donc en gros au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Dans la phase finale de cette période, au bronze récent, la deuxième partie du millénaire, en particulier, les sites repérés sont très peu nombreux et ils sont tous situés à l'est de cette région. En effet, pendant cette période, les pôles administratifs et politiques de cette région sont situés plutôt à l'est, autour de deux sites qui s'appellent Kalavassos Aios Dimitrios et Maroni Vournes, où on a retrouvé des établissements de type palatial qui géraient visiblement donc une administration, une économie importante. Donc, apparemment, la région d'Amathonte est un peu désertée, délaissée, et les centres se situent plutôt à l'est. Avec la transition à l'âge du fer, donc au premier millénaire, cette région est réoccupée avec l'établissement de cette nouvelle ville. La ville est structurée de cette façon, donc on a un centre urbain qui est articulé autour d'une acropole et une zone également élevée par rapport à la mer, mais plus basse que l'acropole, qu'on appelle ville basse. Et autour se situent les nécropoles. On en isole trois, est, ouest et nord. J'ai mis un fond de carte satellite pour qu'on se rende bien compte qu'on est quand même un contexte urbain ou disons périurbain. On est notamment dans la banlieue touristique de Limassol. Le site lui-même est protégé, donc on voit qu'il est vert et sans construction, mais il n'est pas de même pour les nécropoles qui sont intensement construites avec des hôtels et des appartements. Donc intensement aussi fouillés dans le cadre des fouilles d'urgence. Les premières traces archéologiques d'occupation sont des types funéraires. Donc on a deux tombes dans la nécropole ouest, assez éloignées l'une de l'autre. On a un dépôt céramique de matériel des types funéraires du début de la période géométrique, donc vraiment du tout début du millénaire, retrouvé dans les secteurs qui sera par la suite occupé par le palais royal, et enfin une tombe au sommet de l'acropole. Cette tombe fera l'objet de cultes successivement, donc elle se situe dans un sanctuaire et elle-même fera l'objet de cultes, mais elle semble être plus ancienne que le sanctuaire lui-même. Antoine Hermary, qui a dirigé avant moi la mission et qui a en particulier fouillé les sanctuaires de l'acropole, a proposé d'identifier cette tombe avec celle de la divinité de l'héroïne divinisée plutôt Ariane Aphrodite. Ariane, donc épouse de Thésée, selon un historien local, serait morte en accouchant à Amathonte et on lui aurait rendu des cultes au sein d'un bois sacré. Donc peut-être que donc c'est une suggestion, cette tombe peut identifier avec la tombe d'Ariane. S'il y a du matériel funéraire, il y a des morts, évidemment, il y a aussi des vivants qui vont avec, mais on n'en a retrouvé aucune trace à ce jour. Donc on n'a que du matériel funéraire. C'est seulement à partir de la fin du IXe siècle, début du 8e, donc à la fin de la période géométrique, qu'on peut documenter l'existence d'une structure administrative et économique, notamment les palais royaux, qui se situe à mi-pente sur l'acropole et donc qui sera successivement certainement les sièges des rois du royaume. À partir du 8e siècle, commencent à être utilisés aussi les sanctuaires de l'acropole et donc peu à peu la ville s'articule. Donc elle était structurée de cette manière. L'acropole, c'est une colline haute d'environ 90 mètres sur la mer. Dans la toponymie locale, elle s'appelle Castros. Les palais se situent à mi-pente et au sommet, les sanctuaires. La colline est escarpée à l'est, à l'ouest et au nord
Donc l'accès s'est fait par le sud, par le côté de la mer. La ville basse, qui s'appelle Palialemessos dans la toponymie locale, ce qui veut dire ancienne Limassol, donc c'est en fait l'ancêtre de la grande ville de Limassol, monte aussi en pente légèrement vers le nord, donc en pente moins raide que l'acropole. C'est dans la partie sud qu'ont été fouillées l'agora hellénistique et romaine et un grand secteur d'habitat d'époque romaine et tardo-antique. C'est aussi ici que se situent les espaces portuaires qu'on verra. Les nécropoles se situent donc à l'est, sur la colline des Viclès, de la toponymie locale, à l'ouest, sur la colline d'Anemos, mais en fait la nécropole ouest est très étendue, donc elle va bien au-delà de la colline. Au nord, on connaît moins bien l'extension de la nécropole parce qu'on a moins intensément fouillé. On se concentre donc maintenant sur les centres urbains. On commence par les hauts, par l'acropole, pour descendre vers les bas, vers la mer, en passant par les remparts, pour suivre de cette façon l'occupation du site, parce que, comme on l'a dit, l'occupation commence par l'acropole, notamment par les secteurs du Palais Royal. C'est en effet dans ces secteurs, dans la partie nord, qu'a été retrouvé les petits dépôts des céramiques funéraires de l'époque géométrique dont on a parlé. Donc on a retrouvé dans une citerne ici, mais on ne connaît ni l'origine première de ces matériels, ni sa relation avec les palais. On l'a juste retrouvé à cet endroit. De ces bâtiments, on a dégagé juste ici qu'une partie, peut-être une partie relativement limitée. Il a été construit, donc il connaît une première phase entre la fin du 9e et le début du 8e siècle. J'ai mis ici, encerclé en rouge, une base des colonnes qui appartient à un des premiers sols, des premières phases du palais. Et il a connu des réaménagements successifs. Un de ces réaménagements les plus importants suit des événements du début du 5e siècle. Donc là, c'est Hérodote qui nous raconte l'histoire. Donc Amathonte refuse de se joindre aux autres royaumes chypriotes et aux cités grecques d'Asie mineure d'Ionie en révolte contre les Perses, donc elle ne participe pas à la révolte ionienne. Et pour cela, elle est assiégée par le chef local chypriote de la révolte, qui est Onésilos de Salamine. Avec ces sièges, dont Hérodote ne nous dit pas précisément s'il a réussi ou pas, mais avec ces sièges, on met en relation plusieurs destructions et reconstitutions qu'on a constatées sur plusieurs monuments au Palais Royal, mais aussi au sanctuaire et au rempart. Le palais est caractérisé par du matériel très riche et très abondant. Sculptures en pierre et en terre cuite, bijoux en or, brûle-parfums, céramique importée fine de Grèce et beaucoup de matériel amphorique. Donc visiblement, la zone qui a été fouillée est du moins en partie une zone de stockage. Et on le voit bien par cette photographie qui illustre la découverte in situ, sur place, des pitoi, des gros conteneurs de stockage qui ont été découverts donc, au tout début de la mission. Les fouilles du palais, en effet, ont commencé au tout début de la mission. Dès la première année, en 1975, on a par chance ouvert des carrés de fouilles ici. Et ils ont poursuivi jusqu'en 2014, surtout sous la direction de Thierry Petit, Isabelle Tassignon, Béatrice Blandin et Aurélie Carbillet. Donc, le palais se situe stratégiquement à mi-pente. Il a une vue exceptionnelle sur toute la baie de Limassol. Il a évidemment une relation topographique avec les sanctuaires de l'Acropole. Ce sanctuaire, donc, comme je l'ai dit, est fréquenté dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, avec des installations cultuelles variées, mais aucune architecture monumentale. Ce qui est la norme à Chypre à l'âge du fer. Donc, il n'y a pas de temples à la grecque à Chypre. Pas pour cette époque, donc pas avant l'époque hellénistique. On remarque donc ici la tombe
peut-être la tombe d'Ariane Aphrodite, on l'appelle comme ça. Ici, des installations cultuelles variées, donc ici je montre la tombe. Et surtout, pour cette époque, les 2 grands vases, donc un entier, en réalité se trouve au Louvre. Il a été transporté au Louvre en 1865, donc celui qui est sur place est une copie à l'identique. Et un autre fragmentaire, on voit juste la cuve, a été découvert lors des fouilles de la mission. Les sanctuaires ont été réaménagés en partie à l'époque hellénistique. On y construit un portique, ici en rose-rouge. Mais surtout en époque impériale, lorsque on y construit un vrai temple monumental en calcaire avec des chapiteaux en style dit nabatéen. La fouille du sanctuaire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été dirigée par Antoine Hermary, qui, depuis les années 70, donc, il a publié les résultats de cette fouille avec de nombreux collaborateurs, parmi lesquels l'architecte Martin Schmitt, à qui on doit cette aquarelle suggestive de l'ambiance, de l'aspect du sanctuaire à l'époque romaine. La vie du sanctuaire continue même après l'époque païenne, en époque chrétienne, avec la construction d'une basilique. Donc, les temples est démonté et avec ces blocs, on construit une basilique relativement petite mais somptueuse. Ici, on voit en particulier un très, très beau sol en opus sectilé qui aujourd'hui est protégé est couvert pour protection, mais qui était visible jusqu'à il y a quelques années. Donc, tout le long de son histoire pré-chrétienne, le sanctuaire est consacré à la grande déesse d'Amathonte de Chypre, qu'on identifie plus tard, à partir de l'époque classique, avec la déesse grecque Aphrodite. En réalité, cette déesse adopte plusieurs visages au cours des siècles. En époque archaïque, elle a le visage égyptisant d'Hathor, ou bien celui oriental, levantin d'Astarté. C'est seulement en époque classique qu'elle est identifiée à la grecque Aphrodite, et notamment, on a retrouvé, lors des fouilles du sanctuaire, des dédicaces royales du dernier roi d'Amathonte, Androclès, qui fait des consécrations à cette déesse en l'appelant Aphrodite Kypria, donc de Chypre. Ces dédicaces, les deux, sont en grec alphabétique, mais aussi en syllabaire et en éthio-chypriote, dont on dira quelques mots tout à l'heure. Donc, si les palais et les sanctuaires sont les 2 pôles autour desquels se structure l'espace de l'acropole, on ne connaît toujours pas l'habitat de cette époque. Donc, on ne sait pas où habitaient les vrais gens, à part les rois. Ce qui est présenté dans la bibliographie comme un espace d'habitat, ici, en réalité, c'est un petit sondage qui était ouvert au tout début de la mission, lorsqu'on ne connaissait rien de la topographie de la ville, rien de tout ça n'était visible. En réalité, a posteriori, donc après presque 50 ans de fouilles, on peut certainement identifier ces petits sondages avec une partie du palais royal, donc qui se situe à proximité et qui devait être très étendu. Tout dans ces sondages, les types d'appareils, les matériels, l'orientation des murs correspond avec ce qu'on connaît du palais royal. Les secteurs de la ville basse, où on pourrait hypothétiquement localiser l'habitat, jusqu'ici n'a rien restitué qui soit antérieur à l'époque hellénistique. L'agora, en effet, un espace qui est occupé et monumentalisé seulement à partir de l'époque hellénistique et de plus en plus à l'époque romaine. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas pu être occupée avant, mais disons qu'on n'a pas trouvé des traces des niveaux qui correspondent aux époques antérieures. De l'agora d'Amathonte provient une statue colossale de Bès, conservée à Istanbul. Bès était une divinité également d'origine égyptienne, mais donc réadaptée à Chypre, une divinité aux traits monstrueux, mais qui souvent accompagnait la grande déesse Aphrodite. Cette statue, avec d'autres qui ont été plus fragmentaires, qui ont été retrouvées, suggère l'existence d'un lieu de culte de cette divinité à proximité de l'agora et peut-être datant d'avant l'époque hellénistique, Bès étant souvent associé au pouvoir royal. À l'époque hellénistique, lorsque le royaume n'existe plus,
Et Amathonte, désormais, est un site chypriote d'importance secondaire dans l'île. L'agora est monumentalisée et ornée des portiques, des bancs, des fontaines, etc. Elle est encore modifiée et réadaptée à l'époque romaine. Donc on y ajoute un complexe de thermes et d'autres installations hydrauliques. Et encore en époque tardo-antique. Les fouilles de l'Agora ont été réalisées par le département des Antiquités de Chypre dans les années 70 et 80 et ont dégagé un ensemble monumental qui est relativement réduit en extension, surtout par rapport aux agorae d'autres sites chypriotes connus, par exemple Kourion ou Paphos, mais assez dense, assez articulé. Toujours par le département des Antiquités de Chypre, a été dégagé au sud-ouest de l'Agora. Donc ici, par rapport à l'image précédente, on se situe de l'autre côté. Donc ici, la mer est en bas et ici est en haut. Donc cet espace-là, à proximité de l'Agora, est un espace d'habitat assez vaste. Habitat datant essentiellement de l'époque impériale et tardo-antique. Et les fouilles ont eu lieu entre les années 90 et 2000. Donc on arrive enfin aux espaces en rapport avec l'eau. Dans cette zone, au sud de l'agora de la ville basse, qui est, on le voit sur la photo, un espace plat, un bassin plat qui est séparé de la mer par la route artificielle moderne, Pierre Aupert, le premier directeur de la mission, a supposé qu'il devait se trouver les ports internes de la ville. Donc il appelle port interne pour les distinguer de l'autre, construit externe, dont on parlera plus tard. Donc selon Pierre Aupert, c'était donc un espace portuaire. À partir de 2014, la mission a développé un programme de recherche justement pour vérifier les bien-fondés de cette hypothèse et pour explorer un peu mieux ces secteurs qui étaient jusqu'ici restés non touchés par les fouilles. L'objectif donc était par un programme multidisciplinaire qui combinait études géomorphologiques, prospection géophysique et fouilles. L'objectif est de reconstituer les dynamiques d'évolution du littoral, donc les changements éventuellement du niveau marin, et l'appropriation par l'homme de ces espaces. On espérait y retrouver des structures à vocation commerciale, des entrepôts ou des quais d'un port, ou des structures de défense ou autre chose. L'étude géomorphologique a été menée par Antoine Chabrol en 2014. Donc, il a pratiqué 8 forages dans les bassins. Et grâce à ces forages, il a pu démontrer l'existence d'une paléoplage. Son complément se serait fait par sédimentation lente. Et cet ensablement progressif s'expliquerait par la présence d'éléments fermant les bassins et donc empêchant les vagues de rentrer et de nettoyer, d'empêcher les sables de se déposer. Ces éléments qui fermeraient les bassins pouvaient être des éléments naturels, des cordons sableux, comme cela arrive, ou bien des éléments construits, comme des quais. L'hypothèse, la datation serait cohérente avec l'analyse des carottes, serait que cet ensablement du port interne serait dû ou lié à la construction du port externe, qui en effet, avec ces quais, aurait pu interférer un peu avec les vagues et donc fermer en quelque sorte les bassins. Donc antérieurement à la construction du port externe, qu'on date de la fin du IVe siècle, il faut donc imaginer ici une plage ouverte sur la mer où les bateaux pouvaient accoster, mais sans forcément de structures construites comme des quais. Par la suite, donc immédiatement après l'étude géomorphologique, une prospection géophysique menée par Christophe Bénèche a permis de se concentrer sur la partie nord du bassin parce que la prospection a montré que les restes étaient vierges de construction, il n'y avait rien. Donc c'est dans la partie nord que Ludovic Telly a ouvert une fouille en 2014 en tenant compte de quelques contraintes, l'ancienne route nationale qui passe par les sites et qui aujourd'hui est utilisée par les touristes, la route de voitures passe au sud, mais qui existe tout de même,
et des petites élévations artificielles au nord et à l'est, qui sont en fait les déblais des fouilles de l'Agora et de la ville basse. Donc il n'a pas été possible d'installer la fouille à proximité des structures déjà mises en lumière, mais donc elle se situe à proximité directe. Les structures mises au jour indiquent que l'espace était densément occupé. On a très probablement affaire avec les derniers édifices qui bordaient la ville et qui faisaient face à la mer. Ils sont assez monumentaux, il y a des murs assez imposants. Ils ont été identifiés de manière hypothétique comme une série de pièces de stockage ouvertes vers le nord, donc vers une route qui déjà dans l'Antiquité menait sur l'Agora, qui est reprise par la route moderne. Mais on ne peut pas exclure non plus qu'il s'agisse de structures de défense, donc la nature reste à préciser. Une phase antérieure à l'époque hellénistique a été mise en lumière, mais sur une extension très limitée, et donc l'interprétation reste encore difficile. Sinon, l'essentiel des structures date de la période impériale romaine, lorsque la zone est aménagée suite à un tremblement de terre. En même temps, est aménagée aussi l'agora à proximité. À l'époque tardo-antique, les structures sont détruites, en partie remblayées, pillées, donc on réutilise les blocs. Et au milieu des ruines s'installent des activités artisanales limitées, notamment des travails de la pourpre et des teintureries. Évidemment, ces structures ont été construites dans une phase où les secteurs étaient hors d'eau, sinon il aurait été impossible de les construire. Mais la mer était évidemment à proximité et d'ailleurs les activités artisanales qui s'installent sont caractérisées par la proximité à la mer. C'est des activités qui nécessitent de beaucoup d'eau et qui d'habitude sont en marge de la ville à cause des odeurs qu'elles produisent, notamment les travails de la pourpre. Donc les ports d'Amathonte, probablement, à l'âge du fer, n'étaient pas ou très peu construits. Donc on doit imaginer une plage d'accostage où les bateaux plus grands s'arrêtaient au large et on déchargeait la cargaison par des plus petits bateaux d'un type qu'on verra tout à l'heure. Les ports construits d'Amathonte, que donc on appelle ports externes pour les distinguer de l'autre, datent seulement du début de l'époque hellénistique. Il y a l'un des deux qui ont été fouillés à Chypre. Il y a notamment un autre port, des structures complètement différentes, mais qui ont été mises en lumière en relation avec un port de guerre à Larnaca, par la mission de Kition. Le port aujourd'hui est complètement couvert par l'eau, donc on l'aperçoit ici de l'acropole ou des collines autour, selon les vents, les courants, les journées. Des fouilles sous-marines, donc là on les voit bien par photo aérienne, ont été menées par la mission au milieu des années 80, dirigée par Jean-Yves Empereur. Et elles ont montré que le port a été construit à la toute fin du IVe siècle, sans doute dans le cadre des luttes entre les successeurs d'Alexandre le Grand pour le contrôle de Chypre. Amathonte, notamment, avait été choisi par les Antigonides, donc Antigone et Démétrios, son fils, comme l'une des bases navales. Et les Antigonides contrôlèrent Chypre pour quelques années, entre 310, quand disparaissent les royaumes autonomes, et 295 avant Jésus-Christ, lorsque finalement les Lagides d'Égypte, les Ptolémées, arrivent à s'emparer définitivement de l'île. À ce moment-là, les Lagides, qui étaient intéressés à développer d'autres sites chypriotes comme leur principale base administrative, notamment Salamine à l'est et Paphos à l'ouest, délaissent Amathonte et les travaux de construction du port, notamment, qui n'avaient pas pu être achevés en quelques années, sont laissés donc inachevés. Le port n'est jamais complété. Les dynamiques d'ensablement qui portent au comblement du port interne affectent aussi les ports externes, notamment la partie nord du port, à un certain moment, est hors d'eau, plus particulièrement en époque tardo-antique. Et c'est à ce moment-là qu'on y creuse des puits, qu'on a retrouvés, des simples puits pour puiser l'eau douce, mais aussi un puits à godet, qu'on appelle aussi parfois du mot arabe sakié
ou en grec chypriote alakati. C'est un type de puits qui en effet était en usage à Chypre jusqu'à il y a quelques décennies, donc on connaît par l'ethnographie. Un modèle plus ancien, d'époque romaine, a été trouvé récemment par la mission des Kition, sur le site de Kition Bamboula. Donc ici, j'ai mis une photo et une belle coupe qui montre un peu le fonctionnement de cette roue avec des godets qui allaient puiser l'eau douce au fond et qui la ramenaient à haut. On a des parallèles à Amathonte aussi connus, trouvés sur l'Agora. Des puits à godets, des puits d'eau douce en général. Tous ces puits sont mis en relation avec les activités des teintureries et des travails de la pourpre qui ont été retrouvés aussi bien par les fouilles françaises, dans la fouille de Ludovic Telly, que par les fouilles chypriotes sur l'Agora. Donc on a plusieurs activités documentées, toutes de la période tardo-antique. Ensuite, les changements des niveaux marins qui, d'abord ont porté à l'ensablement, ont à nouveau submergé les ports, y compris les quais, et maintenant c'est la situation actuelle, le port est sous l'eau. L'inachèvement du port externe trouve une correspondance à la fois à Kition, où aussi le port qui a été découvert connaît une phase de réaménagement à la fin du IVe siècle qui reste inachevé, mais aussi à Amathonte au rempart. Donc je vais dire un mot pour conclure cet aperçu de la ville. Donc les remparts faisaient tous les tours du centre urbain, y compris sans doute les ports, du moins dans le projet initial qui est resté inachevé. Les premiers éléments datent de l'époque archaïque. La mission française sous la direction de Pierre Opère, le premier directeur de la mission, a fouillé un certain nombre de secteurs de ces remparts. La porte sud-ouest est caractérisée par un gros pan de murailles hellénistiques qui est toujours visible en bord de mer. C'est ce qui reste d'un ensemble plus massif de structures qui étaient visibles encore au XVIIe, XVIIIe siècle. On a des gravures qui les montrent, mais qui ont été démontées pendant ces années-là pour que la pierre soit réutilisée pour d'autres constructions, notamment le canal de Suez, mais pas que. Donc ça, c'est ce qui reste. On a ensuite exploré un vaste secteur appelé donc rempart nord, avec des éléments de plusieurs époques, datant de plusieurs époques, notamment un habitat d'époque romaine, mais aussi un sanctuaire d'Aphrodite, donc un deuxième sanctuaire en dehors de celui de l'Acropole. Et c'est dans ces secteurs qu'ont été retrouvées, entre autres choses, une très belle tête d'Aphrodite en marbre d'époque hellénistique, mais aussi une cruche en bronze avec dédicace à Hélios Adonis, donc une figure qui est souvent associée à Aphrodite. Sans mener de véritables fouilles, mais en examinant les éléments visibles à la surface, Pierre Opère a aussi étudié le secteur oriental du rempart, qui n'a jusqu'ici pas été fouillé. Et enfin, ce qu'on appelle la muraille médiane, une muraille qui barre l'Acropole à mi-chemin et qui est d'époque tardo-antique. Un monument assez imposant, assez visible, même avant la fouille, on pouvait la voir au sol. Donc les remparts furent érigés, au moins pour certaines parties, à l'époque archaïque. Ils furent réaménagés à plusieurs reprises, aussi bien en époque classique qu'au début de l'époque hellénistique. Mais justement, avec la prise de Chypre par les Lagides, lorsque défendre les villes n'était plus d'actualité parce qu'il n'y avait plus de conflits des villes l'une contre l'autre, l'île étant unifiée sous les Lagides, les remparts cessent d'être d'actualité, donc il n'est plus entretenu, il est abandonné. Il sera repris seulement de façon un peu hâtive, avec peu de moyens, un peu à l'arrache, à la fin de la période tardo-antique, lorsque la ville essaye de se protéger des raids arabes, donc une série de raids qui ravagent les côtes de l'île et qui portent définitivement à l'abandon du site. Donc, dans cet aperçu de la ville, j'ai omis un certain nombre d'autres découvertes, notamment des collègues du département, plusieurs basiliques, des quartiers d'habitat tardo-antique. Mais je vais maintenant dire quelques mots des habitants de cette ville.
et de leur langue particulière. Donc, les sources grecques s'intéressent peu à Mâtonte et en général à Chypre, mais deux passages d'auteurs grecs nous intéressent ici. Donc, les premiers, les Pseudo-Scyllax, en fait, un géographe périégète du IVe siècle, dans une description de Chypre très rapide, nous dit que les Amathusiens étaient des autochtones, en les distinguant donc des Grecs et des Phéniciens qu'il nomme avant, et aussi des barbares qui, selon lui, peuplaient l'intérieur de l'île. Théopompe, un historien contemporain de la même époque du IVe siècle, nous donne l'ancêtre mythique de ces habitants d'Amathonte. Il les met en relation avec les héros locaux Kiniras. Kiniras est un personnage connu déjà par Homère comme roi de Chypre. Il nous dit que les Grecs qui étaient avec Agamemnon, c'est-à-dire les Grecs qui avaient participé à la guerre de Troie, des retours de la guerre de Troie, se seraient emparés de Chypre. Donc c'est l'interprétation mythique grecque de l'hellénisation de Chypre. Et ils auraient donc chassé les rois de Chypre, d'après Homère, Kiniras, qui se seraient réfugiés à Amathonte. La civilisation matérielle, telle qu'on la connaît par les fouilles, en réalité ne confirme pas ces éléments. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les Amathusiens comme quelque chose de différent des autres Chypriotes. La céramique, l'architecture, les coutumes funéraires, les cultes rapprochent absolument Amathonte des autres villes chypriotes. Mais il y a effectivement une spécificité qui est celle de la langue. Donc, je rappelle qu'à Chypre, à l'âge du fer, on parlait majoritairement en grec, dans un dialecte d'ailleurs du grec propre à l'île, des Chypriotes, mais on écrivait avec une écriture originale, indigène, qui n'était pas un alphabet, mais un syllabaire, donc plus proche du coréen ou du japonais contemporain. Je montre ici un objet qui appartient à la collection de la Bibliothèque nationale de France, au cabinet des médailles, qui est l'inscription chypriote la plus longue et la plus célèbre qu'on connaisse, donc inscrite sur une tablette de bronze, un long texte en grec, en dialecte chypriote et en syllabaire. À Chypre, on parlait et on écrivait aussi les Phéniciens, mais cette langue reste minoritaire, sauf dans certains royaumes, notamment Kition. Un certain nombre, vraiment une poignée, quelques dizaines d'inscriptions en syllabaire qu'on connaisse sont en grec, en syllabaire, mais pas en grec. Donc dans d'autres langues qui restent indéchiffrées pour nous et qui sont donc non grecques. L'une de ces langues qui est relativement mieux connue et identifiable est l'éthio-chypriote. Je montre ici un autre objet de la collection de la BNF, qui est une tablette en calcaire avec une inscription éthio-chypriote qui probablement est originaire d'Amathonte. Donc il s'agit d'une langue dont on sait reconnaître quelques traits grammaticaux et qu'on appelle depuis les années 30 éthio-chypriote. Donc c'est un nom moderne qui veut dire vrai chypriote. Donc les noms reposent sur une hypothèse. L'hypothèse est que cette langue soit l'héritière directe de la langue parlée dans l'île avant l'arrivée du grec, c'est-à-dire au 2e millénaire. Cette langue originaire de l'île, pour ainsi dire, également, on a des textes, mais elle reste indéchiffrée. On ne sait pas effectivement de quelle langue il s'agit, quelle est sa nature. Dans le cas de l'éthio-chypriote, puisqu'on connaît la valeur des signes du syllabaire, c'est le même syllabaire qu'utilisé pour écrire les grecs, on peut lire les textes, donc j'ai mis ici la transcription, mais on ne comprend pas les sens. La majorité des inscriptions éthio-chypriotes connues viennent d'Amathonte. Il y a quelques textes qui viennent aussi d'autres sites chypriotes, dans le sud-ouest de l'île, notamment Kourion et Paphos. On peut dire qu'à l'âge du fer, l'éthio-chypriote était parlé et écrit dans la partie méridionale, sud-occidentale de l'île, de façon minoritaire, sauf à Amathonte. À Amathonte, en effet, l'éthio-chypriote semble être la langue majoritaire, sinon exclusive, du royaume, puisque les inscriptions en grec sont pratiquement inexistantes jusqu'à la fin de l'époque classique.
D'ailleurs, dans les bilangues qu'on connaît, on a vu tout à l'heure les dédicaces royales d'Androclès, le grec, lorsqu'on l'écrit, n'est jamais écrit en syllabaire dans l'écriture locale, mais toujours en alphabet, ce qui en fait d'emblée une langue étrangère à la tradition locale. On suppose qu'au IVe siècle, avant Jésus-Christ, il y a eu un investissement politique et idéologique sur cette langue, qui peut-être était mise en avant et valorisée en tant que spécifique du royaume. En effet, à cette époque, on l'utilise aussi bien sur des monnaies, donc des émissions royales, que sur des dédicaces royales. Donc peut-être, si l'hypothèse moderne qui voit à l'éthio-chypriote la langue indigène de l'île est correcte, cet investissement idéologique sur cette identité indigène épouse la tradition grecque des Théopompes et du Pseudo-Syllaxe qui fait des Amathusiens des autochtones, des descendants du roi Kiniras de l'île. Donc tout ça, comme je l'ai dit, n'est pas prouvé par l'archéologie, mais on sait bien que les constructions identitaires sont parfois bien détachées de la réalité. Les rapports des Amathusiens avec Kiniras, dont nous parle Théopompe, permet d'ouvrir donc les derniers chapitres que je voulais traiter en conclusion et qui nous ramènent donc à la mer et au bateau. Donc on a vu qu'Amathonte avait un port, même deux, interne et externe, même si on ne sait pas dire si le port externe n'a jamais servi. Cela n'est pas étonnant parce qu'il s'agit d'un site côtier dans une île qui vivait de ses exportations. Chypre était réputée pour son cuivre, les bois, les blés et nombre d'autres produits. Et une île d'ailleurs où les commerces, aussi bien avec la Grèce qu'avec les Levant, étaient florissants. On les connaît bien, donc je n'insisterai pas sur les rapports commerciaux entre Amathonte, plus particulièrement, et Chypre en général, avec le reste de la Méditerranée. Ils sont bien connus et étudiés aux différentes époques. Une pratique centrée sur les rapports avec la mer et spécifique d'Amathonte mérite d'être mentionnée ici. C'est une pratique qui est attestée aussi sur d'autres sites chypriotes, mais elle est particulièrement bien attestée à Amathonte. Il s'agit de la fabrication et de l'usage en différents contextes des petits modèles de bateaux en terre cuite. Donc, les exemples que j'ai mis ici proviennent des fouilles menées par une mission britannique à la fin du XIXe siècle dans les nécropoles. Donc, ces modèles étaient utilisés dans des tombes. Mais la mission française a retrouvé aussi des exemples moins bien conservés. C'est toujours le cas lorsqu'on fouille l'habitat et non pas les tombes. Donc, on a retrouvé plusieurs exemples, surtout donc, sur l'acropole, au sanctuaire et en relation avec les palais royaux, donc dans les palais lui-même ou avec du matériel en provenance du palais. On a retrouvé aussi un exemple remarquable qui a été trouvé en mer, qui appartient à une collection privée. C'est un modèle de dimensions relativement importantes, il est long de 45 cm, donc des tailles plutôt importantes, et avec une représentation complexe. Donc on y a consacré plusieurs études, je n'ai cité juste deux en bas. Ces études à la fois exploitent ces modèles pour nos connaissances d'architecture navale, parce que le modèle est vraiment très soigné, mais aussi essayent d'interpréter la scène représentée. On propose notamment qu'un des personnages, peut-être même deux, donc les personnages seraient redoublés en quelque sorte, soit le roi, en raison de sa coiffure caractéristique, qui est une espèce de turban qu'on appelait mitra, et qu'on connaît à la fois par des descriptions dans des textes littéraires et par d'autres représentations iconographiques. Donc sur cette scène, le roi, qui jouerait le rôle des prêtres, fait un geste de bénédiction et peut-être jette quelque chose à la mer. Des rites de ce type, où l'on jette des objets à la mer, sont bien connus aussi bien dans le monde antique que dans le monde moderne. Donc on peut penser au mariage avec la mer qui s'est célébré à Venise à l'époque de la République, même en époque contemporaine. Dans le cadre de la religion orthodoxe, pour l'épiphanie, on pratique plusieurs rites qui prévoient qu'on jette des choses à l'eau. Le fait que le modèle lui-même ait été retrouvé en mer conforte cette hypothèse.
Les bateaux en terre cuite d'Amathonte ne sont pas tous du même type et la majorité ne porte pas de personnages. Donc on a des bateaux de guerre, comme celui-ci. On a des simples embarcations de pêche ou de transport, comme des petites pirogues. Donc c'est sur ces embarcations-là qu'on doit imaginer peut-être qu'on déchargeait la cargaison des grands bateaux marchands. Et on a même des représentations des bateaux marchands. Donc la signification de ces objets peut difficilement être la même selon les contextes où ils ont été retrouvés. En contexte funéraire, ils peuvent évoquer le voyage du défunt ou sa profession. En contexte sacré, il peut s'agir d'offrandes qui demandent la protection de la divinité avant un voyage en mer, ou bien remercient d'avoir obtenu cette protection. Les rapports entre certains de ces modèles et la pratique des rituels en relation avec l'eau, où les rois joueraient un rôle important, le rôle des prêtres, est plus complexe et donc nous ramène à Kiniras. Donc Kiniras, comme je l'ai dit, est connu déjà par Homère. Donc j'ai mis ici les passages de l'Iliade où le personnage est mentionné. En fait, c'est un passage où on dit qu'Agamemnon met une cuirasse somptueuse qui est en fait un cadeau de Kiniras. Un cadeau que Kiniras lui aurait offert pour lui faire plaisir. Donc une chose très, très vague qui ne se justifie pas très clairement. Homère ne dit rien de la participation de Kiniras à la guerre de Troie. Donc, je rappelle que tous les Grecs participent à l'expédition contre Troie. Kiniras ne participe pas tout simplement parce qu'il n'était pas grec. C'est là pour Homère, ou c'est lui qui a composé les textes homériques, peut-être aller de soi. Mais quelques siècles après, lorsque les lecteurs d'Homère lisent les textes, ils trouvent étrange que Chypre ne participe pas à la guerre de Troie parce qu'ils connaissent une île désormais hellénisée. Donc ils essaient de s'expliquer cette absence. Et donc plusieurs traditions naissent pour expliquer l'absence de Kiniras. Donc et ces traditions nous sont conservées par les commentaires aux textes homériques qui sont beaucoup plus tardifs mais qui donc héritent des légendes qui datent des différentes époques. Donc une de ces légendes nous dit que en effet, Kiniras avait promis d'aider les Grecs, mais qu'il ne l'aurait pas fait, donc il aurait été maudit par Agamemnon. D'accord ? Une autre tradition est plus curieuse. Donc Kiniras aurait en effet promis d'envoyer des navires, donc 50 navires, donc de participer comme tous les autres, mais il se moqua des Grecs, il envoya un seul bateau et les autres 49, il les fit faire en terre cuite. Donc peut-être cette légende évoque cette coutume de façonner des petits bateaux en terre cuite. Peut-être que les rites de jeter des petits modèles de bateaux à la mer évoquent à son tour une légende de ce type. Donc peut-être même que les Amathusiens, par ces rites, évoquaient en quelque sorte un épisode fondateur pour eux de leur ville. Parce que donc d'après cette tradition, Kiniras avec cette ruse, n'aurait pas participé à la guerre. Et donc, à la suite, après la fin de la guerre, les Grecs se seraient vengés en occupant son île, son royaume, et donc en les chassant de Chypre. Et donc, ils se seraient réfugiés à Amathonte. Donc, peut-être qu'il y a là une légende fondatrice de la ville que les Amathusiens, en quelque sorte, célébraient. Donc, tout ça, évidemment, c'est des hypothèses, c'est des suggestions. Donc, je les évoque en conclusion pour animer un peu de vie ces sites que je vous invite maintenant à découvrir par d'autres moyens. Donc sur les sites web de l'École française d'Athènes, une série de pages consacrées à la mission et à ses activités. Une petite présentation du site sur le portail archéologie.culture.fr qui est une initiative du ministère de la Culture en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Sur le site du laboratoire ISOMA, une page consacrée aux recherches du laboratoire sur Chypre. Je rappelle que le laboratoire héberge, en plus que la mission d'Amathonte, aussi la mission de Kition et Salamine, donc une riche activité chypriote. Ou bien une carte narrative d'Amathonte, elle existe aussi bien en anglais qu'en français, qui propose un parcours de découverte du site, donc réalisé par Alexandre Rabot,
à travers les inscriptions, donc les matériels inscrits découverts sur les sites, donc à partir du syllabaire jusqu'aux inscriptions latines et tardives. Et je vous remercie pour avoir écouté jusqu'au bout. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.